Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de 5e, en Histoire toujours, et cette fois nous allons aborder la question des oppositions en Méditerranée au XVIe siècle. Si vous avez déjà fait les exercices, vous avez pu vous rendre compte qu'on va centrer notre étude sur deux grands personnages qui vont s'affronter. Avec, à ma droite, Soliman Ier, dit le Magnifique, sultan ottoman. Il règne sur l'Afrique du Nord, une partie de l'Asie et le sud-est de l'Europe. Il est à la tête d'un immense empire dans lequel vivent des populations très différentes. Lui-même est un sultan musulman. Ça veut dire qu'il est à la fois un chef politique, un chef militaire et le commandeur des croyants, c'est-à-dire évidemment un chef religieux. À ma gauche, Charles Quint, du Saint-Empire romain germanique. C'est un Habsbourg, c'est-à-dire qu'il appartient à une famille dynastique très importante. Il est en même temps roi d'Espagne, roi de Naples, roi des Pays-Bas. Il est à la tête d'un empire immense, certes, mais qui est discontinu. Ça veut dire qu'au milieu de ces terres se trouve par exemple le royaume de François Ier, et que les communications d'un endroit à l'autre seront un petit peu plus compliquées pour lui. Par contre, c'est un roi catholique, chrétien, et qui met en avant cet aspect de son empire et de ses royaumes pour défendre l'unité de la chrétienté. Du côté de Soliman, la capitale, Istanbul, qu'on appelait autrefois Constantinople, est une ville rayonnante, peuplée, une ville de culture. Pour Soliman, la poursuite de l'extension se fait vers l'Europe, mais pas seulement. Il est à la tête d'un empire qu'on peut qualifier par certains aspects de cosmopolite. Lui, qui est issu des Turcs, est à la tête de nombreux peuples qui ont des cultures bien différentes. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre les alliances de François Ier présentées par plusieurs documents du manuel. François Ier, lui, se retrouve au centre. En 1535, il signe un traité avec l'Empire ottoman qui va lui garantir la libre circulation de leurs navires dans leurs eaux respectives. Tandis qu'en 1538, il signe avec Charles Quint un nouveau traité, cette fois dirigé contre Soliman. Avant, bien sûr, en 1542, de reprendre les discussions avec l'Empire ottoman. Il ne faut donc pas voir la question des oppositions en Méditerranée comme une question religieuse, comme au temps des croisades, mais il faut bien comprendre qu'il y a là l'opposition de deux empires. Soliman arrivera par exemple en 1529 jusqu'aux portes de Vienne, mais perdra la bataille, ce qui permettra à Charles Quint d'affirmer sa domination sur l'Autriche. En réalité, du point de vue des royaumes européens, il devient quasiment impossible de rivaliser pendant un temps avec les Ottomans. Mais la plupart se sont tournés dans l'autre direction. Finalement, c'est l'ensemble de la Méditerranée qui perd de son importance au XVIe siècle pour les Européens, au profit de l'Atlantique. Pourquoi l'Atlantique? Parce qu'avec la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb, les Européens peuvent maintenant partir à la conquête de nouvelles terres, sans rencontrer cette fois un rival comparable à Soliman qui pourrait empêcher leur visée d'expansion. Le XVIe siècle marque donc un basculement pour les pays européens. Jusqu'ici, organisés autour de la Méditerranée ou autour de la mer du Nord, ils vont désormais se tourner vers l'ouest, vers l'océan Atlantique, et la question des découvertes, de l'exploration du monde, va devenir extrêmement importante. Finalement, l'Empire ottoman, s'il va perdre une nouvelle bataille à Lépante en 1571, va cesser de s'accroître en direction de l'Europe, mais va rester une puissance incontournable jusqu'au début du XXe siècle. Les grands enjeux du commerce mondial, les enjeux de puissance ne se jouent plus en Méditerranée. Pour les Européens, c'est vers le Nouveau Monde que tous les regards se tournent. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.